bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo un peu particulière, un peu spéciale. C'est un vlog original où on va regarder ensemble un document que l'on m'a adressé, une source anonyme m'a adressé un cours d'homéopathie dispensé en Lorraine à l'université, ici à la faculté de pharmacie de Nancy. Voilà, et ma foi, c'est très bien de parler d'homéopathie à l'université, à des futurs pharmaciens, leur expliquer en quoi ça consiste, quels sont les principes, qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que dit éventuellement l'Académie des sciences, l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie. Ce serait un enseignement utile dans un pays où beaucoup de gens aiment l'homéopathie, veulent en consommer, veulent se soigner de cette manière-là. Il faut que des professionnels de santé soient formés à savoir quels sont les bons gestes, à savoir ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas, etc. Donc moi je suis très favorable à ce qu'il y ait des enseignements, et là c'est marqué première notion en homéopathie. C'est très très bien a priori, donc je floute quand même le nom de l'enseignant parce que je ne suis pas totalement sûr que cette vidéo fera honneur à l'enseignant. Si jamais il s'avère à la fin que c'était très bien, je ne flouterai pas le nom, évidemment, parce qu'il faut rendre hommage à des gens qui feraient cet enseignement de manière positive. Alors, je découvre en même temps que vous, c'est-à-dire que j'ai feuilleté de loin, mais je me suis refusé à regarder ce document, donc je le découvre en même temps que vous. C'est tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on va regarder ensemble le contenu, et puis on portera un jugement, hein, c'est un petit peu le principe, on se fera une opinion. Je ne sais pas à quel étudiant ce cours est destiné, est-ce que ce sont des premières années, des deuxième années, troisième, quatrième, je ne sais pas. Comme c'est première notion, j'imagine que c'est au début du cursus, mais je n'ai pas cette information, et c'est pas très grave. En plus, ça préserve l'anonymat de ma source. Donc c'est parfait. Sommaire. Les spécificités de l'homéopathie. Donc bon, on va aller directement dans le vif du sujet. Les spécificités, c'est la partie 1. Après, on aura la prescription. Et puis, on aura un cas particulier pour regarder. Et donc, on commence avec le patient. Soit. Alors, je dois confesser mon ignorance. Je ne suis pas diplômé en pharmacie. Je ne sais pas comment on dispense des cours en fac de pharma sur ces notions-là, a priori. Peut-être qu'il y a des notions qui me manqueront à moi pour porter un jugement. J'essaierai donc d'être prudent dans le jugement que je vais avoir. En revanche, l'homéopathie elle-même et la littérature afférente, je la connais un peu. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Je la connais même plus qu'un peu, je la connais bien. Bon. Mais il est bien possible que j'apprenne des choses dans ce cours, et tant mieux, auquel cas, cette vidéo servira aussi à cela, peut-être que vous apprendrez des choses en même temps que moi. Le patient. Les médicaments homéopathiques, une demande des patients. Ça, je reconnais que c'est vrai, les patients sont en attente. Il y a une demande populaire sur cette pratique de soins. Un Français sur deux a déjà utilisé des médicaments homéopathiques. 90% d'entre eux le conseilleraient à un proche, car ils sont de points naturels, donc meilleurs pour la santé, pratiques et efficaces. Alors, tiens, je vais allumer mon bouton à conneries. Donc merci. Le naturel, donc meilleur pour la santé, c'est un sophisme d'appel à la nature. Est-ce que les traitements homéopathiques sont naturels? Je ne ferai définir ce que c'est que naturel, parce que du mur de Berlin ou du prurit purulent urétral de blénorragique ou de la glande anale de putois ou je ne sais pas dans quelle mesure ces substances-là sont plus naturelles que de l'aspirine ou d'autres molécules. Bon, et surtout, parce que c'est naturel, donc c'est meilleur pour la santé, c'est évidemment un sophisme, vous le savez, on en a déjà parlé. Il y aura une prochaine vidéo dans la petite boutique des erreurs qui va parler de l'appel à la nature. J'ose espérer qu'à l'oral, l'enseignant explique que cette justification donnée par les patients qui conseillent parce qu'ils pensent que c'est naturel, donc meilleur, en fait est un sophisme. Donc, n'ayant pas été présent physiquement dans le cours, je ne sais pas ce que l'enseignant ou l'enseignante dit à haute voix, donc je vais lui accorder le bénéfice du doute. À ce niveau-là, c'est ce que les patients disent. Ils pensent que c'est naturel,
que c'est pratique et que c'est efficace. Alors le naturel, donc bien pour la santé, c'est un sophisme, j'espère qu'on n'aura pas à y revenir. Le côté pratique, j'ai rien à redire. Le côté efficace, là, tout est la question, tout est là. C'est-à-dire que si l'homéopathie est efficace, alors oui, il faut l'utiliser à chaque fois que ça se justifie. Mais si c'est pas efficace, alors c'est pas la même peinture. Bon, donc on s'arrête là. 1.2, le médicament homéopathique. Donc 1965, introduction du médicament homéopathique à la pharmacopée française. Ça, c'est une information de type juridique, je ne la connais pas. En 1992, directive européenne visant à harmoniser la réglementation des médicaments homéopathiques avec un enregistrement homéopathique, EH, sans indication thérapeutique ni posologie. Et puis il y a une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché avec indication thérapeutique et posologie en spécialité. Bon, soit. Le médicament homéopathique. Alors, la fabrication du médicament, un schéma rigoureux. Et ça, j'aime bien. Donc déjà, on a quand même un jugement de valeur. J'ai le sentiment que la personne qui donne ce cours veut donner comme message que l'homéopathie, c'est bien, parce qu'il y a un schéma rigoureux. Je ne sais pas en quoi c'est plus rigoureux que d'autres, et j'ai plein de raisons de penser que ça ne l'est pas, mais regardons. Donc, a priori, on a une matière à partir de laquelle on fait une teinture mère par macération, ou bien par trituration dans du lactose, ou bien par dilution. Donc, on a les dilutions et déléminisation. Je vous renvoie vers les séries de vidéos que j'ai déjà faites sur l'homéopathie, où on parle comme ça des principes et de la production. Il y a un support neutre, donc les granules, qu'on va imprégner avec la dilution à partir de ces substances mères. Et donc voilà, bon, c'est le produit, il se présente dans des petits tubes de granules. Soit. La fabrication, dilution, dynamisation, il y a la méthode admanienne, ça je ne vais pas m'étendre, on en a déjà parlé. Et donc on a cette dynamisation en série qui peut monter jusqu'à 30 CH, etc. Je vous renvoie vers tous les contenus sceptiques qui parlent de cette dynamisation. Un point que je glisse là, j'ignore si ce sera traité par l'enseignant plus tard. À partir de 12 CH, on dépasse, en termes de volume de dilution, on dépasse le nombre d'Avogadro. Et donc, statistiquement, à partir de 12, 13 et au-dessus CH, donc centésimale admanienne, on a statistiquement 0 ou 1 atome ou une molécule de la substance de départ. Okay, et là, on nous parle donc de 30 CH. J'espère qu'on va évoquer ce principe de il n'y a plus de matière dans la substance. C'est important que les étudiants le sachent. On a la méthode korsakovienne qui consiste à faire une dilution de la même manière, sauf qu'au lieu de prendre 1% et de le mettre dans un autre flacon, on vide le flacon, on le remplit, on agite, et on considère que tout ce qui est resté collé sur la paroi, c'est ça qu'on va diluer. Et donc c'est beaucoup plus économe. En gros, on fait de l'eau de vaisselle, et donc vous gardez, comme ça, vous rincez votre contenant 10, 15, 200 fois, voire même 10 000 fois, parce qu'il y a du K10 000, ça existe. Voilà. Bon. Dilution korsakovienne, c'est les deux grandes méthodes de dilution. L'intérêt de l'homéopathie. Les avantages. Une thérapeutique pour toute la famille, il manque le mot famille. Donc c'est efficace. Alors ça, j'aurais aimé que le cours nous donne des sources académiques, des sources scientifiques. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sources données par l'enseignant. Dans un cours, c'est quand même plus simple de mettre les sources sur le support que de les énoncer à l'oral. Et donc là, j'ai bien peur que l'enseignant ou l'enseignante ne donne pas à ses étudiants les sources scientifiques qui permettent d'affirmer que c'est efficace. Et de par le fait, connaissant la littérature, je sais qu'il n'y a pas de sources scientifiques qui montrent que c'est efficace. Donc là, il y a un problème fondamental. Est-ce que j'ai un petit feutre rouge ? J'ai un petit feutre rouge. Donc là, déjà, moi, ici, j'ai une alerte qui se met en route. Je pense qu'il y a un problème. Action rapide. Je ne sais pas non plus sur quoi ça se base, puisqu'il n'y a pas d'action, elle n'est pas rapide. Sécurité, là d'accord, oui, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, il n'y a pas d'effet secondaire attendu, ni primaire d'ailleurs, il n'y a pas d'accoutumance, ni de contre-indication. Alors ça par contre, c'est pas totalement sûr. La contre-indication, peut-être que vous avez besoin d'un médicament efficace pour votre pathologie, et à la place, vous prenez ça c'est une contre-indication. Il vaut mieux prendre le médicament qui marche, où on a des données qui montrent que ça marche, plutôt que vous passez ce médicament pour prendre à la place de l'homéopathie. On nous dit qu'il y a un intérêt en traitement préventif et curatif. Eh ben, je suis désolé, mais ça n'est pas vrai. On peut réfuter sans preuve, puisque les choses sont affirmées sans preuve. C'est comme tout, veut dire, si un traitement est préventif et ou curatif,
on ne peut pas l'affirmer comme ça juste parce que la tante Madeleine vous dit que c'est vrai ou parce que le docteur Intel vous dit que c'est vrai. Il faut que ça se base sur des données scientifiques et elles existent, ces données scientifiques, et elles n'appuient pas ce qui est dit ici. Intérêt en pathologie aiguë ou chronique. Et là, ça commence à devenir grave. Parce que si votre pathologie est aiguë, il faut prendre ça au sérieux et vous traiter rapidement. Et si c'est chronique, alors il ne faut pas vous laisser pourrir avec votre pathologie et un traitement qui ne marcherait pas. Il faut vous emmener dans un parcours thérapeutique efficace. Et il y a plein de pathologies où le monde médical n'est pas à la hauteur. Il y a de l'errance médicale et c'est terrible. Et dire que l'homéopathie, en l'absence de preuves, peut prendre en charge les pathologies chroniques, ça n'est pas du tout rendre service aux gens qui sont en errance médicale. C'est participer à un système qui traite mal les gens. Diminution de la fréquence et de l'intensité des épisodes pathologiques, ça repose sur quoi je ne sais pas. Posologie unique, adulte ou enfant. Avantage, on met la même dose pour tout le monde et c'est pratique. Et de fait, puisqu'il n'y a rien dans la dose. Puisque à partir de 12 CH, on n'a plus aucune substance. Les idées reçues, très bien. Ça, je suis bien content qu'on évoque les idées reçues parce qu'il y en a plein. Et c'est bien le lieu d'un enseignement sur l'homéopathie à l'université que de traiter ces idées reçues. L'homéopathie a une action lente. Non. Ah. Comme pour les autres médicaments, la rapidité d'action des médicaments homéopathiques dépend de la pathologie considérée. L'action sera rapide sur les symptômes aigus et récents et plus longue dans les pathologies anciennes et chroniques. J'aurais aimé avoir une source à cette information, je ne l'ai pas, elle n'est pas sur ce support, et donc je doute qu'elle ait été donnée à l'oral, encore une fois. J'ai l'impression qu'on est en train de s'enfoncer dans un cours qui ressemble à de la réclame, à de la publicité. Il faut savoir que les gens qui donnent les enseignements d'homéopathie sont parfois des médecins homéopathes qui ont un intérêt personnel, voire des gens qui travaillent pour les laboratoires Boiron ou d'autres producteurs. Et donc il y a un conflit d'intérêt. J'espère que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, je n'irai pas enquêter, c'est pas mon travail. Moi, je fais une analyse du contenu. Mais j'encourage les gens qui voudraient aller se renseigner sur ce qui se fait. Alors, parenthèse, je ne veux pas incriminer du tout cette université. Je vis à Nancy, je connais ces gens, je veux pas qu'ils me jugent mal, mais surtout, je n'ai pas de raison d'incriminer tout le monde et de faire une généralisation abusive. Il y a plein de gens extrêmement compétents, intéressants dans cette université, et notamment du point de vue de la culture scientifique, un service qui est attaché à valoriser la culture scientifique, qui est de très bonne qualité. Et là, bon, voilà, donc là on a, j'espère, une exception rarissime et épisodique accidentelle et qui va disparaître si jamais il s'avérait que j'ai raison dans mon sentiment actuel. Deuxième point, seconde idée reçue. Est-ce que je peux toucher les granules avec les doigts? Oui, toucher les granules avec les doigts ne modifie en rien les effets attendus. Et là-dessus, je suis d'accord. Toutefois, par mesure d'hygiène, il est préférable d'utiliser le compte-granules qui facilite la prise de granules sans avoir à les toucher. Pas d'objection. Est-ce que je peux donner des granules à mon bébé? Oui. Pour les médicaments à donner au nouveau-né ou au nourrisson, faire fondre 10 granules de chaque médicament choisi dans un quart de biberon d'eau et renouveler chaque jour le mélange. Conserver à l'abri de la lumière et au frais. Pourquoi? Administrer le mélange par petites gorgées ou cuillère à café tout au long de la journée. Donc là, on fait de la réclame pour que les gens traitent leur bébé avec des médicaments homéopathiques à la dose que vont choisir les parents. Je préférais que les gens aillent consulter des médecins qui font de la vraie médecine. Voilà, c'est la fac de pharma, mais quand même, bon. Enfin, si c'est ça les idées reçues les plus importantes à remettre à éclairer, ça ressemble vraiment à une réunion de Tupperware, quoi. Non, mais si, nos produits Tupperware sont vachement cool, mais bien sûr, ils résistent au micro-ondes, évidemment, regardez, on vous fait la démonstration. 4. La posologie est identique pour un homme, un enfant, un chien ou un cheval. Oui. Ah bah du coup, c'est pas une idée reçue, là. Oui, la quantité à prendre pour les granules et les globules est la même, quel que soit le poids et l'âge, qu'il s'agisse d'un adulte, d'un enfant ou d'un animal. 3 à 5 granules ou une dose par prise. Alors la posologie est la même, mais les CH ne sont pas les mêmes. Et vous avez plein de médecins homméopathes qui vont vous dire que selon le degré de la pathologie, vous devez choisir plutôt 5 CH, plutôt 15 CH, plutôt 30 CH.
Et donc, la dilution est censée faire partie de la posologie. La posologie, c'est pas uniquement le nombre de granules. Si vous prenez de l'aspirine, si c'est ou l'ibuprofène, si c'est du 200 mg ou du 1000 mg, la dose, c'est pas le nombre de pilules que vous prenez, la dose, c'est la quantité de molécules que vous prenez. Hein. Et là, ça a l'air de passer à la trappe, c'est quand même un peu triste. 10 granules équivalent à une dose. Non, il n'y a pas d'équivalence. Les deux formes pharmaceutiques ne sont pas substituables. Pas d'objection. Je suis diabétique, puis-je prendre des granules? Oui, l'apport en sucre des granules est très faible. Il est à intégrer dans l'apport alimentaire. Le médecin et le patient diabétique connaissent la quantité quotidienne de sucre à ne pas dépasser pour ne pas déséquilibrer le diabète. Donc, ça veut dire qu'il vaut quand même mieux aller voir un médecin. Est-ce que je peux garder mon dentifrice à la menthe? Oui, alors, vous pouvez. La menthe, comme le café, consommées à distance des prises de médicaments homéopathiques, sont sans incidence sur l'efficacité de la prescription. Sous-entendu, si ce n'est pas consommé à distance, alors ça peut avoir une incidence. Sur quoi ça repose? Sur quoi repose l'idée que la menthe ou le café, de manière générale les aliments qui ont des goûts forts, auraient une incidence sur l'efficacité du médicament? Ce serait bien que les médecins homéopathes, ou ceux qui croient, pardon d'utiliser le verbe croire, mais je l'assume, investiguent, qu'ils enquêtent sur cet effet-là. Ou au moins qu'ils enquêtent sur pourquoi est-ce que les gens y croient. Ça sort d'où cette idée? J'ai pas enquêté là-dessus, mais de toute évidence, c'est une idée un petit peu magique. La menthe, c'est trop fort, ça interfère. Bon. Et heureusement, là-dessus, je suis d'accord. Je n'ai pas de raison de penser que la menthe ou le café puisse modifier l'incidence, enfin, puisse modifier l'efficacité du traitement. Là-dessus, je suis d'accord, incidemment. 15 CH, c'est plus fort que 9 CH. Non, ce n'est pas un dosage, mais une dilution adaptée aux symptômes. Et là, on rentre dans la logique bizarre donc, de l'homéopathie, c'est que voilà, on a quand même en biologie, de manière générale, c'est pas toujours totalement vrai, mais c'est vrai pour la plupart des substances, un effet dose. Plus la dose est importante, plus l'effet sera grand dans votre organisme. Avec les CH, c'est l'inverse. Plus vous augmentez dans les CH, plus le médicament est censé être efficace. Donc moins il y a de substances, plus ça marche. Enfin, moins que 0, c'est 0, mais plus on dilue le 0, et plus ça marche. Là, c'est pas expliqué. Peut-être que dans les principes de cette médecine, de cette pratique, l'enseignant va développer ça. Mais là, à l'écrit, on n'a pas de réponse. Ah, c'est tout pour les idées reçues. Donc c'était ça, les idées reçues importantes à débunker ou à confirmer. Bon. Pour l'instant, c'est pas du niveau d'un enseignement universitaire. Hein. Si c'est pour plus que les premières années, ça m'inquiète beaucoup. Bon, donc, la prescription médicale, c'est la partie 2. Les principes de prescription. La pratique de l'homéopathie, une pratique thérapeutique qui s'appuie sur une observation clinique complète et rigoureuse. Alors j'aurais aimé qu'on nous dise en quoi consiste l'observation clinique complète et rigoureuse. Bon, on n'a pas de détails sur c'est quoi une observation clinique et rigoureuse, qui conduit à la prescription de médicaments homéopathiques dont les indications procèdent d'une pharmacologie originale, issue d'un constat expérimental. J'aimerais avoir le prof en face de moi pour traduire ça. Il existe une matière médicale, des bouquins très épais, même des collections, des volumes, et puis ça change selon les auteurs, où on vous dit, voilà, telle préparation homéopathique est utile pour tel symptôme, tel traitement, telle situation. Et en ce sens, c'est un peu original, parce que en fait, les raisons pour lesquelles on pense que telle substance a un effet sur tel symptôme ne sont pas des raisons qui sont liées à une logique médicalo-biologique où on identifie un acteur, une molécule, et on trace son trajet dans l'organisme, son action, ses interactions avec les composants du corps pour comprendre ce qu'il se passe et pourquoi ça agit, ce qui permet d'éviter de faire des bêtises. Non, c'est une logique plus sémantique, plus
illocutoire, c'est-à-dire que c'est vraiment le magique, en fait, où une substance, par rapport au nom qu'elle porte, par rapport à son apparence, nous rappelle telle notion, et cette notion-là, bah, c'est justement ce qu'il faut lorsqu'on a une pathologie. Bon, et le constat expérimental, autant le côté original, là, moi, je veux bien, mais alors, le constat expérimental, peut-être que ce sera le cas, il faudrait que le prof nous donne un exemple de comment telle personne a montré que tel médicament devait être utilisé. C'est quoi le rationnel expérimental qui permet de dire, voilà, ce médicament-là, on en a besoin, cette substance est utile contre tel symptôme. Bon. Donc le principe de similitude, c'est le grand principe qu'on doit à M. Hahnemann. Si une substance administrée à un homme sain, là on montre une abeille, alors c'est pas l'abeille, hein, c'est le venin de l'abeille qui vous pique, produit des symptômes qui sont des symptômes lésionnels, qui sont des symptômes où on a un œdème rosé, on a des brûlures, on a un prurit, et des symptômes qui s'améliorent au froid, c'est-à-dire que si vous mettez du froid sur votre piqûre, vous allez mieux. Donc, le principe de similitude fait que cette substance administrée à un homme sain provoque ces symptômes. Alors, si vous avez ces symptômes, eh ben, cette substance-là va les guérir. Et donc, il existe une préparation qu'on appelle Apis mellifica. Apis mellifica n'est pas le nom latin de l'abeille, hein, ils ne savent pas ce que c'est Apis mellifera, bref. En 15 CH, cette substance est préparée en faisant quoi? On prend une abeille, on la vivante ou morte, je ne sais pas trop dans quel état elle est, mais j'ai même peur qu'elle soit vivante. On la broie, on la met dans de l'alcool ou de l'eau, on fait un filtre et on dilue au centième 15 fois, comme on a 15 CH, il n'y a pas une seule molécule d'abeille, mais en tout cas, la préparation nécessite qu'on tue une abeille, donc ça n'est pas vegan, hein, comme substance. Et cette substance est censée aider les gens qui ont des œdèmes des muqueuses, qui sont malades et qui ont des problèmes de choses où ça pique, où ça brûle, qui ont des conjonctivites, des œdèmes des paupières. Voilà, donc c'est ça le principe, mais où est la preuve scientifique qu'Apis mellifica soigne ces symptômes-là? Je note là. Où est la source? Je peux vous le dire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'efficacité d'Apis mellifica. C'est pourtant l'exemple choisi par l'enseignant ou l'enseignante pour illustrer son cours. Il aurait été peut-être mieux d'utiliser une substance pour laquelle il existerait des preuves. Je sais à quel point c'est difficile, évidemment. Le principe des similitudes est expliqué ici en toutes lettres. Toute substance capable, à dose pondérable ou toxique, de provoquer des symptômes chez un individu sain peut, à dose infinitésimale, guérir ces mêmes symptômes chez un individu malade. Donc là, c'est le principe de similitude, mais c'est déjà le principe de dilution. Hein. Là, elle a déjà mélangé les deux. Bon, très bien. Le principe de similitude est visible dans le nom de la pratique, homéo semblable, pathie souffrance. Donc le tableau clinique du malade est semblable à celui provoqué par l'expérimentation. Et cette expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la pathogénésie. J'en parle dans mon livre, on verra si l'enseignant en parle, j'espère, parce que il faut quand même expliquer aux étudiants comment les gens qui ont écrit la matière médicale, qui ont écrit les documents sur lesquels les homéopathes et les pharmaciens sont censés s'appuyer pour dire aux patients « Oui, ce médicament-là est bien adapté à ce que vous avez », le lien entre la substance et l'effet qui est censé se produire, il est établi par des expérimentations qu'on appelle des pathogénésies. Et vraiment, c'est folklorique, il faut le voir pour le croire. Et j'espère que les étudiants sont exposés à l'explication de ce que c'est que ces pathogénésies. Je vous avoue que j'ai un doute, on verra bien. La réaction individuelle du malade. Donc, on a une maladie aiguë, et donc une personne qui est malade, elle a des symptômes cliniques, il y a les symptômes de la maladie et ceux du malade. Oui, parce qu'on est tous un peu différents, donc face à une même maladie, qui peut produire des symptômes divers et variés, on ne va pas tous exprimer les mêmes facettes de la maladie. Là, c'est de la médecine de base, je n'y connais rien, mais je suis d'accord avec cette idée qu'il faut prendre l'individu en face de vous tel qu'il est,
et pas traiter juste son foie ou son rein, mais traiter la personne. Hein. Donc le côté holistique, côté général, à savoir qu'on traite un patient et pas une maladie, c'est quelque chose qui est déjà intégré dans la pratique médicale telle qu'elle est enseignée. Hein. Donc c'est pas nouveau. Mais là on nous dit, le traitement homéopathique, il est individualisé. Et ça sous-entend que cette individualisation, elle n'est pas la règle et elle n'est pas vraie ailleurs en médecine. Et ça, eh ben, je crois que c'est faux. Les principes de prescription. Donc du coup, on ne développe pas du tout le principe d'individualisation, enfin si, il est évoqué là, mais le principe de dilution, bon bref, c'est quand même très survolé tout ça. Les étudiants vont pas ressortir avec beaucoup d'informations. La réaction individuelle du malade. Et là, l'enseignant prend l'exemple des syndromes grippaux. Alors, les syndromes grippaux, en fait, bah, vous avez de la fièvre, hein, et en gros, c'est tout ce qui va être rhume. Donc, c'est pas la grippe. Et donc, ce syndrome grippaux ou syndrome grippal, à ma connaissance, n'est pas une terminologie utilisée en médecine. Vous avez la grippe, ou vous avez un rhume, de la fièvre, etc. Enfin, vous avez une affection virale, mais ou bien c'est la grippe, ou bien c'est pas la grippe. Mais les symptômes grippaux, c'est pas la grippe. Les symptômes cliniques de la grippe avec plus ou moins d'intensité, donc c'est fièvre, céphalée, courbature, frisson, douleur musculaire, douleur articulaire et des signes ORL. Bon. Et en plus, le malade, au-delà de ces symptômes qui sont, on va dire, généraux, universels, aurait donc de la fièvre, 39-40, 38-39, avec des sueurs, une céphalée en casque avec abrutissement, des douleurs localisées ou généralisées, améliorées par le mouvement ou le repos. Bon, j'ai rien à redire à ça, donc on va prescrire par rapport à un tableau clinique, soit très bien. Bon, et donc, la réaction individuelle du malade est caractérisée par des sensations ressenties par le malade, évidemment, on parle de santé, on parle de subjectivité, par des modalités d'amélioration ou d'aggravation des symptômes. Donc voilà, donc amélioré par le froid, amélioré par le repos, amélioré par le grand air, amélioré par l'obscurité, par la lumière. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on trouve dans les prescriptions, dans les indications homéopathiques. Et des signes concomitants à la pathologie. La réaction individuelle du malade est une sensibilité développée au moment de la maladie. Je n'ai pas de commentaire. La dilution. Plus le malade présente de signes cliniques concordants avec le descriptif de médicaments, et là c'est la logique homéopathique, plus le malade est supposé sensible à ce médicament, plus la dilution doit être élevée. Et là c'est une logique qui est déjà complètement fuckée, parce que plus les symptômes sont forts, plus il faut diluer. Sous-entendu, plus la dilution est forte, plus ça a des effets sur les symptômes forts, mais en même temps, on pense que le patient est plus sensible. Donc s'il est plus sensible, quand vous êtes sensible à un médicament, il faut en prendre moins. Il ne faut pas prendre la version plus forte. Et donc là, on est dans une incohérence fondamentale. J'adorerais discuter avec cet enseignant. Donc la dilution, un outil d'organisation. Alors il y a les stades 1, 2, 3, 4. Donc c'est le niveau de concordance entre ce que vit le patient et puis le tableau clinique qui correspond aux symptômes que le traitement est censé soigner. Donc on a les lésions anatomo-physio-pathologiques, donc 15 à 30 CH. Je n'ai pas le texte qui accompagne ce tableau, donc je ne peux pas vous dire, mais en gros voilà. Là on a des aspects, puis on passe à des sensations, puis on passe à des modalités, puis à des signes concomitants, et donc on passe de 5 CH à 30 CH. On augmente les CH au fur et à mesure que le patient présente un ensemble de symptômes qui correspondent au tableau initial de la préparation. C'est la logique illogique de l'homéopathie en action. J'aimerais croire que l'enseignant montre ça en expliquant aux gens à quel point ça n'est pas logique. Ça serait son rôle en tant qu'enseignant universitaire. La dilution, alors voilà, du coup, on a un exemple avec des douleurs articulaires, c'est la base dilution. Si on a des douleurs articulaires avec sensation de courbature et raideur, alors on va passer à 7 ou 9 CH, hein, il faut faire plus. Si on a des douleurs articulaires avec sensation de courbature et raideur et une amélioration par le mouvement lent et continu, c'est ça les modalités, avec amélioration ou pas amélioration, alors on passe donc on reste à 7-9 CH. Si on a douleur articulaire
avec sensation de courbature, raideur, amélioration par le mouvement lent et continu, plus crise d'herpès, là, on a la haute dilution à 15-30 CH. Voilà. Il faut de l'herpès pour passer à une forte dilution. J'ignore c'est quoi le médicament, enfin la préparation visée par ce tableau-là, mais on en est là. Bon. Les principes de prescription, la posologie. La prise est indépendante du poids et de l'âge, puisqu'il n'y a rien dedans. On passe en voie orale en dehors des repas. Pourquoi en dehors des repas ? Il n'y a pas d'explication, j'en connais pas et je doute que l'enseignant en connaisse. Les granules, donc on a 5 granules à laisser fondre dans la bouche. Les globules, on laisse fondre la totalité du contenu dans la bouche. Et on a un usage pédiatrique. Et là, pour éviter les fausses routes, on dilue dans un peu d'eau et administré de préférence avant les repas. Pour quelle raison ? Je ne sais pas et je doute qu'il y ait eu une explication. Si vous avez reçu un tel enseignement dans votre université, à Nancy ou ailleurs, j'aimerais que vous témoigniez, en fait, que vous me disiez dans quelle mesure je suis injuste avec l'enseignant qui, en fait, a pris des précautions orales autour et a bien fourni des sources, a bien expliqué des choses, a bien été rigoureux, ou si, comme je le crains, tout cela n'est qu'une vaste opération de communication pour continuer à ce qu'on vende de l'homéopathie. Fréquence et durée. Démarrer le traitement le plus tôt possible, évidemment. Répétition des prises en aigu et en espace, les prises selon amélioration. Bon, c'est un peu à la va comme je te pousse. Voilà. Outils pratiques, l'interrogatoire. Alors, là est une des grandes différences de la pratique de l'homéopathie par rapport à la médecine traditionnelle, conventionnelle, scientifique. C'est que les médecins homéopathes passent plus de temps avec leurs patients. Et ils se font payer plus, hein. Donc c'est pas juste qu'ils sont gentils et qu'ils sont généreux. Non, non, ils font payer beaucoup plus leur visite, mais elle dure plus longtemps, et donc on discute beaucoup plus avec le patient. Il y a un petit côté psychothérapie là-dedans, sans doute, qui explique pourquoi les gens aiment ça. Donc l'interrogatoire, il consiste à poser des questions. 1. Qu'est-ce qui vous arrive ? Depuis quand, à la suite de quoi, on cherche une origine mais je vous rappelle que la recherche de l'origine de la pathologie pour soigner la maladie et pas seulement ses symptômes, c'est la médecine. Hein. Il y a une idée folle qui circule qui consiste à dire que la médecine conventionnelle, elle soigne les symptômes, et puis la médecine naturelle, homéopathique, elle soigne les causes. C'est complètement faux. Hein. Ça n'a aucune base raisonnable. Autre question, qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui vous améliore ? Qu'est-ce qui vous aggrave ? Avez-vous d'autres signes à ajouter ? Bon, ça rejoint le tableau qu'on a vu. Pas hyper intéressant. Et donc, on a les ouvrages. Matière médicale homéopathique, je vous en parlais. Ce sont les registres où vous avez des tables comme ça, où vous regardez le symptôme, ça vous envoie vers toute une série de traitements différents, ou à l'inverse, un article par préparation, et on vous dit tout ce que ça peut soigner. Et des fois, c'est effarant le nombre de choses qu'une simple préparation peut soigner. La matière médicale homéopathique regroupe les pathogénésies. Le mot est lâché. La pathogénésie, c'est le travail fait par ceux qui vous disent « Voilà, ce traitement soigne telle chose parce que j'ai fait tel travail ». Et on rédige un rapport sur comment on a évalué le fait que ce traitement-là avait tel effet. Bon. Et c'est pas triste, hein. Je vous renvoie vers j'ai donné un exemple dans la série de vidéos sur l'homéopathie. Et on a La thérapeutique homéopathique, qui est un ouvrage regroupant les pathologies aiguës et chroniques, avec leurs traitements proposés par les auteurs. Et les auteurs, eux-mêmes, ont-ils validé leur travail par ce qui se fait en sciences, et on est censé enseigner de la science en faculté de pharmacologie, de pharmacie? La réponse est non. Les pathogénésies ne sont pas publiées dans des revues à comité de lecture. Ça n'arrive pas. Place de l'homéopathie, la prescription. Les médicaments homéopathiques peuvent être prescrits seuls, en première intention, comme pour les pathologies virales, pour le stress, l'anxiété, les syndromes prémenstruels. C'est dommage, bon, je ne vais pas commenter. En association avec d'autres médicaments, en traitement du terrain allergique, en traitement des récidives et des infections génitales ou urinaires. C'est extrêmement précis et étonnant. En complément d'autres thérapeutiques dans la douleur associée à des antalgiques. Le support ne parle pas des accompagnements pour les pathologies lourdes. Beaucoup des gens qui sont suivis pour un cancer, qui ont une chimiothérapie,
se voient proposer de l'homéopathie, et puisqu'on leur propose et que quand on est dans un traitement lourd, on accepte les choses parce que ce serait quand même trop con de dire non lorsqu'un soignant vous propose quelque chose, alors là les gens disent oui, et on prétend que ça aide les gens à aller mieux, et les études qui cherchent à démontrer si un traitement homéopathique améliore le ressenti, le pronostic, le vécu, la guérison des malades du cancer aboutit toujours à la réponse, bah non, on n'a pas de données qui prouvent que ça arrive, et on ne peut pas dire mieux ça marche pas qu'on ne réussit pas à montrer que ça marche en science, donc ça marche pas jusqu'à preuve du contraire. Les prescriptions, donc on a des tubes et des doses, on a des spécialités, donc là on a des noms de marques, c'est super, voilà, prescrivez ça les enfants, c'est bien, bon, très bien. Et partie 3, au sujet d'un cas. Donc là, on va regarder un cas, et le pharmacien est censé donner un avis là-dessus et prescrire quelque chose au patient. Donc on va nous parler d'un malade, d'une personne qui vient à l'officine, hein, on forme des pharmaciens. La maman d'Arthur, 8 ans, demande au pharmacien un conseil pour hyperthermie brutale avec des clochers à 39,5 degrés depuis 24 heures avec des sueurs, une rhinorrhée claire peu abondante, une toux sèche, et la nuit qui était agitée avec cauchemar et agitation. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de se demander mais pourquoi il a ça, à quoi est-ce que c'est dû, vous voyez, chercher l'origine de la maladie, dire bah, c'est peut-être un virus, c'est peut-être une bactérie, j'en sais rien, je dis des bêtises, c'est peut-être une possession démoniaque, et donc on identifie la cause de la maladie, et on trouve des traitements, s'il y en a besoin, à apporter pour résorber cette cause ou pour supporter les symptômes si le corps est apte lui-même en quelques jours à aller mieux. En gros, c'est ça, hein, la médecine. Donc il faudrait que le pharmacien se demande, tiens, le patient présente cela, à quoi est-ce que c'est dû? Je suppose que c'est la logique hein, qu'on devrait appliquer, on va regarder ce qui se passe. Donc on nous dit que c'est un cas de grippe. Je ne suis pas certain que lorsque on a une forte fièvre, avec des suées, qu'on coule du nez, qu'on a une toux sèche, et que la nuit est agitée, on fait des cauchemars, mais bon, ça c'est dû à la fièvre, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement la grippe. Je ne suis pas sûr que... Il n'y a que ça. Hein. Alors, donc, je sais pas, diagnostic différentiel, on pourrait proposer différentes hypothèses, des questions à poser en plus. Non, 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 on a ça, paf. Pardon, mais c'est un cours de merde hein, quand même. Hein. C'est un cours de pharmacie, j'aurais fait mieux. Et je ne suis pas pharmacien et je ne prétends pas enseigner en fac de pharmacie. Donc on nous dit que bon, c'est un cas de grippe, on répète les symptômes, et le conseil c'est oscillococcinum. Alors là du coup, si c'est oscillococcinum, j'ai carrément une vidéo, hein, connaissez-vous oscillococcinum? Elle est là. Le plus vendu, le plus télégénique de l'homéopathie, c'est oscillococcinum. Voilà, donc là vous avez en 14 minutes 28 l'explication de qu'est-ce que c'est le coccinum comme médicament, comme substance, d'où ça vient, qui l'a inventé, quand, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est censé soigner, qu'est-ce qu'on sait sur son efficacité, et quels sont les conseils des professionnels de santé par rapport à ce produit, oscillococcinum, voilà, marque déposée. Donc une dose tout de suite, à répéter éventuellement 2 ou 3 fois à 6 heures d'intervalle. Puisqu'il y a fièvre et sueur, rhinorrhée, congestion tympanique droite à droite. Alors, si la congestion tympanique est à droite, alors, et qu'il y a des cauchemars et d'alternante abattement et agitation, on doit donner de la belladonna 9CH. La belladonna, c'est issu de la belladone, qui est une plante qui synthétise des composés toxiques. 9CH, c'est une très forte dilution, donc ça va, mais la belladone, il ne faut pas en donner aux gens. Hein. Si vous voulez consommer de la belladone, consommez-la en forme homéopathique. Bon. S'il y a une rhinorrhée qui est claire et peu abondante, là c'est Allium cepa. Allium cepa, c'est l'oignon. Bon, 9CH. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on donne Allium cepa si la rhinorrhée est claire et peu abondante? Chers étudiants en pharmacie, si vous avez suivi ce cours, j'espère que l'enseignant vous a expliqué pourquoi on donne Allium cepa. Parce que l'oignon, lorsqu'on le coupe, ça fait pleurer et couler le nez. Donc,
une personne qui serait malade et qui aurait les symptômes de le nez qui coule, eh ben on lui donne la substance Allium cepa, puisqu'après tout c'est la même chose. C'est ça la logique homéopathique. C'est très exactement de la pensée magique, très très basique, voire primitive. Et c'est tout. Et c'est tout. Si vous êtes un futur pharmacien, et que quand quelqu'un vous dit qu'il a le nez qui coule, vous lui donnez des granules d'Allium cepa, parce qu'un type un jour a dit « Ah, bah l'oignon, quand on en coupe, ça fait pleurer, et du coup ça soigne les gens qui pleurent ou qui ont le nez qui coule », je n'ai pas confiance dans votre professionnalisme, et j'ai honte que l'Université de Lorraine dispense de tels cours. J'espère, encore une fois, que je me trompe et qu'il y avait un accompagnement à l'oral qui était beaucoup plus structuré, beaucoup plus sourcé, beaucoup plus critique et beaucoup plus scientifique, parce que si le contenu du cours ressemble vraiment au support de cours que l'on m'a donné, c'est terrible. Et là, sans surprise, je vois que c'est le Centre de formation en homéopathie, le CDFH, qui est un ramassis de pseudosciences. Il ne faut pas y aller, hein. N'allez pas chez ces gens-là pour savoir quoi que ce soit. Ils ne savent rien. Ce sont des vendeurs de granules, des gens qui vendent aussi de la croyance magique. Et le problème, c'est que lorsque vous croyez que la pensée magique peut vous soigner, vous vous soignez mal. Et si vous êtes professionnel et que vous croyez à ces choses-là, vous n'êtes pas des bons pharmaciens. Et donc j'aimerais que l'Université de Lorraine se penche sur le cas de cet enseignement, cesse cet enseignement, ou continue l'enseignement avec un enseignant qui sait de quoi il parle. C'est quand même triste d'être en 2021 et de voir que ce type d'enseignement est encore infligé à des étudiants qui sont captifs. Ils ne peuvent pas s'enfuir, hein. On leur dit, vous devez suivre cet enseignement, et ben ils le suivent, ils sont polis, ils sont disciplinés, et peut-être que cette personne fait passer des examens et que des étudiants doivent répondre des bêtises à des questions pour avoir un diplôme. Alors s'ils répondent des bêtises, en sachant que c'est des bêtises, mais que c'est le jeu, ma bonne Lucette, bon, bah, soit, c'est très cynique, mais s'ils se mettent à y croire, ces étudiants-là sont pas censés être plus intelligents, plus éclairés, plus critiques que n'importe quel autre étudiant, hein. Ils ont leurs croyances eux-mêmes, et si une personne d'autorité enseignante vient en cours dans un amphi et leur dit « Voilà, je vous parle d'homéopathie, voilà comment ça marche », évidemment qu'a priori, ils croient l'enseignant. C'est ce qu'on leur demande, de croire leur enseignant a priori. J'espère qu'ils sont exigeants et qu'ils voudraient bien un peu d'épreuve. Et j'espère que face à un tel enseignement, les étudiants en pharmacie de Nancy se sont un peu rebiffés et ont au moins exercé leur esprit critique et ont signalé aux responsables de leur formation, éventuellement, je ne sais pas, peut-être à la vie étudiante ou aux élus étudiants qui a un problème avec le contenu qui n'est pas scientifique. Bon. Voilà, donc si tout ceci est effectivement la matière que l'on veut faire croire, que l'on veut faire croire aux étudiants en pharmacie, et si c'est le reflet de la qualité de l'enseignement en fac de pharmacie, je suis persuadé que non, mais bon, là, moi, j'ai accès à ça. C'est extrêmement alarmant. On forme mal les gens. Il ne faut pas s'étonner qu'en France, les gens aient un rapport aux médicaments qui n'est pas correct. On consomme trop de médicaments. Bah oui, mais forcément, si on habitue les gens que dès qu'ils ont le nez qui coule, il leur faut un granule, bah, ils veulent des médicaments, alors qu'il n'y en a pas besoin. Et je pense qu'il faudrait qu'on passe à autre chose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous laisse réfléchir par vous-même et arriver à vos propres conclusions. Si elles sont les mêmes que les miennes, eh ben, voilà. Si vous avez des rapports avec l'Université de Lorraine, je reste à l'écoute. Moi, mon but, c'est pas de chercher les coupables, mais de trouver des solutions. Et sincèrement, je pense que les étudiants en pharmacie méritent de recevoir des enseignements à la pensée critique, parce qu'il n'y a pas que l'homéopathie qui pose problème. Il y a plein de médicaments qu'on prescrit et qui ne sont pas utiles, qui sont dangereux et qu'on devrait retirer. Il y a des pratiques médicales qui ont fait leur temps, et il y a des pratiques médicales qui arrivent et qu'on n'arrive pas à instaurer parce que tout ce monde-là, comme le reste, manque de pratiques d'esprit critique, manque peut-être d'humilité. On habitue les gens à croire que parce qu'ils sont
diplômés, alors ils ne peuvent pas se tromper. Si, ils peuvent se tromper. Et je pense qu'en matière de santé, en particulier, les futurs professionnels de santé sont un public dont on a besoin de s'assurer qu'ils comprennent ce que c'est que la science, ce que c'est qu'une preuve, ce que c'est que l'esprit critique. Et je crois qu'on ne leur rend pas service avec ce type d'enseignement. Partagez le contenu si vous pensez que c'est utile. Merci beaucoup pour votre soutien sur la tronche en biais et autour. Abonnez-vous, activez la cloche et allez voir les autres vidéos de la chaîne et des camarades sceptiques qui produisent des contenus sur YouTube et ailleurs. Je vous souhaite de faire attention plus que d'habitude aux idées que vous acceptez d'avoir dans votre tête, parce que l'hébergement peut avoir des conséquences, on a des squatteurs, et je vous dis à très bientôt.